public, cher jury, je suis devant vous pour tenter de répondre à la question « Lego est-il un jeu interdit ?» Alors pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que Lego. Il correspond à plusieurs définitions en fonction des penseurs, des religions, des philosophies. Pour Freud par exemple, Lego est un des éléments constitutifs de la personnalité avec le super-ego ou le jeu. Ces trois éléments interagissent entre eux afin de former la personnalité de chaque individu avec ses désirs et ses passions. Les religions définissent l'ego différemment. L'ego peut être l'objet d'un combat contre soi-même afin de lutter contre les désirs interdits. Mais chez les chrétiens, par exemple, l'ego est plutôt mal perçu. En effet, la glorification du jeu est incompatible avec la notion d'amour du prochain. En résumé, l'ego peut être considéré comme la représentation du moi profond de chacun d'entre nous. En somme, c'est l'image que chacun se fait de lui-même, ainsi que l'idéal qu'il espère atteindre. Alors, ce jeu est-il interdit? Et sinon, doit-il l'être? La glorification à outrance de son ego risque de pousser l'homme vers, à mon sens, l'un des plus grands travers de la société, l'individualisme et l'égoïsme. En voulant se mettre en avant afin d'être remarqué par les autres, le jeu va prendre le pas sur le nous, l'intérêt personnel passant avant le collectif, c'est l'ensemble de la société qui va en souffrir. Je m'explique. Au niveau économique, la pensée dominante est profondément égoïste. Elle est fondée sur l'accumulation de la richesse au profit d'un ego au détriment d'une multitude d'autres. Et là est la dérive. Car l'individu qui, du fait d'une haute estime de lui-même, va vouloir être plus riche, plus célèbre, va se servir des autres afin d'atteindre son objectif. Prenons pour exemple Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, et son célèbre « Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner !» On observe bien ici un individu, un ego puissant, qui utilise une multitude d'égos qui sont niés afin de se réaliser lui-même. Et ce modèle est présent partout dans la société. Prenons par exemple l'exemple des entreprises, où c'est l'ego d'un patron et sa volonté de s'enrichir qui va aliéner et brider l'ego de ses salariés. Frédéric Lordon, dans son ouvrage Capitalisme, désir et servitude, présente cette relation sous la forme d'un angle. Dans un sens, la volonté du patron, et dans l'autre, la volonté de l'employé, qui désire se réaliser. Et cette divergence qui se nomme le conatus, c'est-à-dire la manifestation de la confrontation entre deux égos, le plus fort réussissant toujours à imposer sa volonté sur le plus faible. Malheureusement, une société ne peut fonctionner éternellement sur la confrontation des désirs. L'évolution de la société passera forcément par la coopération et non par l'opposition. Le problème, c'est que notre société est fondée sur cette confrontation. Par exemple, pendant la colonisation, on a pu observer la confrontation de l'ego de l'homme blanc qui se sentait supérieur à ressenti le besoin d'aller éduquer l'indigène, le fameux fardeau de l'homme blanc. Oscar Wilde disait « L'égoïsme ne consiste pas à vivre comme on a envie, mais à demander aux autres de vivre comme on a envie de vivre soi-même. » Et c'est exactement ce qui est produit. Nous sommes allés imposer notre façon de voir les choses. Et le sentiment de supériorité de l'ego occidental lui a permis de conquérir, de piller, de massacrer sans la moindre forme de remords. Notre ego est inversement proportionnel à notre capacité à compromettre le cause. Ainsi, le sentiment de supériorité dû à l'ego a empêché toute remise en cause de la colonisation durant très longtemps. Et même après la décolonisation, les séquelles sont nombreuses. C'est pour cela que les conséquences de la colonisation troublent encore la stabilité de la société. Enfin, je vais conclure sur la popularité virtuelle. La démocratisation d'Internet et des réseaux sociaux permet à tout un chacun de flatter son ego en s'affichant sur Internet. On permet de construire notre ego comme un empilement de briques pour le rendre toujours plus grand, toujours plus gros. De plus, l'outil va permettre de jauger et de comparer la popularité des uns et des autres grâce au nombre de vues, au nombre de likes. Cette mise en avant d'un besoin de reconnaissance débrise complètement l'ego, au point qu'un jeune homme de 19 ans, après avoir tenté plus d'une centaine de selfies sans jamais le réussir, a tenté de se suicider. La glorification virtuelle de l'ego pousse à un isolement de l'individu, hors de la collectivité, limitant ses rapports aux autres à une demande de valorisation de lui-même par l'intermédiaire de ces mêmes réseaux. La survalorisation du jeu, on vient de le voir, pose un problème tant au niveau individuel que collectif. Il est actuellement glorifié et les pensées divergentes sont rabaissées. Pour exemple, je vais citer Donald Trump. Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas d'ego et je vous montrerai un perdant. L'absence d'ego et donc l'absence de volonté de dominer l'autre est extrêmement mal vue actuellement. Alors comment y répondre? En interdisant le jeu, en forçant l'altruisme et en réprimant l'égoïsme? Eh bien je vous dis oui, il faut interdire le jeu, il faut réprimer toute action qui serait motivée par des intérêts individuels, il faut glorifier le nous et bannir le jeu. Comme le disait l'écrivain Claude Frisoni, c'est leur ego qui empêche les hommes d'être égaux. Alors l'ego doit être un jeu interdit, le jeu doit être puni, banni, seule la collectivité doit exister et imposer sa volonté unique que tous devraient suivre, ce qui
nous soumettrait une nouvelle fois à un égo supérieur. Merci de m'avoir écouté.